Salut, c'est Baptiste. Aujourd'hui, on est sur un site de lancement de missiles V1. Alors, les missiles V1, je sais pas si tu connais, c'est des espèces de missiles avions. Ici, on a le centre d'alimentation, donc avec un groupe électrogène et une pompe à eau qui alimentait le reste du site. Là, on a un magasin en fait de stockage de deux matériaux qui servaient à propulser les bombes. Juste à côté, on a cette immense réserve d'eau de 100 mètres cubes qui servait à nettoyer les rampes de lancement et à éteindre les éventuels incendies. Ce bâtiment servait à puiser l'eau dans la rivière du coin. Ici, on a l'habitation des officiers. Alors, je ne vais pas aller dessous parce que c'est interdit et puis c'est surtout dangereux. En fait, il y a des trucs qui risquent de tomber. Et donc, on avait les officiers qui étaient dans un coin à part, protégés. Alors, on est au début de l'automne. J'entends les chasseurs. Je ne sais pas si c'est hyper prudent de se balader en forêt. Mais bon, normalement, c'est au niveau d'un mémorial, donc il n'y a pas de souci à se faire particulièrement. En tout cas, la végétation est magnifique. Alors voilà l'engin. Donc c'est ça qu'on appelle le V1, c'est un missile qui fait un peu plus de 8 mètres de long, plus de 2 tonnes et avec 800 kg d'explosifs à bord. Donc les explosifs étaient stockés là-dedans. Là après il y avait un réservoir. Les ailes, tu vois, comme un avion. Et ça c'est le propulseur. Et donc ça, c'était pointé sur Londres, et ça a été destiné à détruire Londres. Donc par là-bas, c'est Londres. Là, on peut voir qu'il y a des éoliennes maintenant. Sympa. Ça, c'est le combustible qui était stocké, que j'en ai parlé dans le bâtiment tout à l'heure, qui sert à propulser au début le missile, et ensuite, il se déclenche lui-même, quoi. Et là, on a le poste de commandement pour voir si tout se passe bien. Ça, c'est un poids étalon qui servait à vérifier la fiabilité de la catapulte. En fait, ça fait le même poids que le missile et au lieu d'envoyer un missile, ils testaient d'abord avec ça, voir si ça marchait et ensuite ils essayaient avec un missile. Alors voilà le cœur de l'ouvrage des Allemands. C'est ici qu'étaient finis d'assembler les missiles V1 et qu'ils étaient aussi programmés pour leur destination. Donc on leur donnait l'orientation et tout parce qu'il y avait un système en fait comme dans les avions de pilote automatique. Et donc il fallait un bâtiment sans ferraille pour que la boussole puisse être réglée correctement. Donc il n'y a aucune ferraille dans ce bâtiment-là. Alors les Allemands, ils appelaient ça Richthaus, ça veut dire cathédrale. Alors que les aviateurs britanniques, ils appelaient ça le Square Building. Donc c'était l'endroit principal qu'il fallait détruire. Tu vois, on voit la rampe qui est juste là-bas. C'était vraiment la pièce finale. Tu détruis ça, en fait, ils peuvent plus rien faire puisque c'est d'ici qu'on règle, qu'on fait tous les réglages. Donc si tu peux pas régler le missile, tu peux pas l'envoyer. Tout simplement. En dépit de ce qui s'est passé ici, je trouve vraiment l'endroit magnifique. On est dans une forêt, tu vois, avec les arbres comme ça. Franchement, c'est super beau. En plus, au début de l'automne, là, il y a les fleurs qui commencent à tomber. Enfin, les feuilles, je veux dire. Il y a, je sais pas... C'est une atmosphère qui est vraiment apaisante, qui est vraiment super sympa. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que la destruction de ces points-là était beaucoup due à la résistance. La résistance a fait un boulot vraiment inconcevable, un truc de ouf pour définir où était chaque site de lancement, parce qu'il y en a eu des centaines tout au long, et puis de définir avec une boussole vers où ils tiraient, pour qu'ensuite on puisse définir les cibles prioritaires pour le bombardement et tout. Donc la résistance a joué un rôle énorme pour détruire ces sites-là, et heureusement qu'ils étaient là, parce que en fait, le missile fait partie des armes secrètes des Allemands. Donc il y a eu tout un tas d'armes secrètes qui ont été développées pendant la guerre, et cela, ça en faisait partie. C'était des trucs un peu qui n'existaient pas avant, qui ont été inventés dans cette guerre-là, et qui étaient censés permettre de gagner la guerre sans que les autres comprennent pourquoi, quoi. Parce que c'était vraiment des trucs tout nouveaux. Donc ça a servi aussi pour l'innovation en fait. La guerre sert à l'innovation. Ce site-là, il a été construit en 1943 parce que Hitler voyait qu'il n'allait pas pouvoir attaquer Londres, que ça allait être trop compliqué. Il s'est dit, plutôt que d'y aller directement avec les hommes, on va envoyer des bombes. Et c'est là qu'il a créé ce genre de missile. Alors d'un point de vue stratégique, cette technique-là, par son côté terriblement destructeur, c'est un coup de génie. Va pas t'imaginer que j'approuve ce genre de technique d'un point de vue humain, mais d'un point de vue stratégique, c'est vraiment, vraiment bon.
Et sur ce coup-là, franchement, les Allemands, ils ont été très bons. Alors après, ils n'ont pas eu le temps de le mettre au point. Ils se sont fait avoir par la résistance et tout. Et heureusement, parce que franchement, c'est un truc vraiment destructeur. Si on regarde sur le plan uniquement stratégique, dont le but est de gagner la guerre, c'est vraiment un point très utile. Ça s'inscrit aussi dans ce qu'on appelle la guerre psychologique, puisque le but c'est d'attaquer l'ennemi sans avoir nous-mêmes des dégâts en fait. Et quand tu tapes sur les civils, quand tu tapes à distance, que les autres ne voient pas venir le truc, ça pèse sur le moral et ça peut vraiment détruire l'espoir en fait. C'est vraiment ça qu'ils voulaient, je pense, c'est détruire l'espoir, dire bah même s'ils ne nous attaquent pas, en fait ils nous envoient des bombes sur la gueule. Et c'est vraiment, ils voulaient peut-être une sorte d'armistice ou un pacte ou je sais pas trop quoi, mais c'est vraiment un moyen de faire pression avec un minimum de pertes, puisque de son côté il avait aucune perte, il n'y avait aucun de ses soldats qui était mort. Et dans la guerre en fait le but c'est de gagner mais avec le moins de pertes possible, c'est pas de dire bah voilà on va niquer toute son armée pour rien quoi. Le but c'est vraiment de taper que l'ennemi, et les attaques à distance c'est vraiment quelque chose où justement t'as aucune perte pour toi. C'est comme les archers au Moyen-Âge, ils butent le mec à l'autre bout et il n'a pas de perte. Alors que tu envoies quelqu'un avec une épée sur place, il peut se prendre un coup sur la figure, quoi. Donc c'est un peu c'est un peu dans ce sens-là que je veux dire les choses. Ça m'embêterait vraiment qu'on me prenne pour, je sais pas quoi, un nazi et puis un mec qui aime la guerre et tout. Mais en fait, j'ai passé tellement de temps sur des jeux de stratégie, des jeux de guerre, et d'ailleurs je préfère largement les jeux qui se passent au Moyen-Âge ou à l'Antiquité, que des trucs de guerre moderne. Mais vraiment, pour bien expliquer, j'ai une vision différente des choses. Et pour moi, la guerre, je l'ai connue d'abord en tant que jeu. Quand je parle de stratégie, que je dis c'est vraiment un coup de génie, tout ça, je veux vraiment que ça soit pas mal interprété, qu'on se dise bah oui, je cautionne ce truc-là. Non, je cautionne pas ce truc-là, mais le fait est que il s'est passé ce truc-là. Et donc, quand on analyse, on a le droit de dire bah voilà, ça c'était bien. Ça c'était pas bien par rapport à l'objectif. Alors par rapport à l'objectif de la guerre. S'il n'y avait pas de guerre, on pourrait pas débattre sur ces choses-là. Mais le fait est, c'est que ça existe et que personnellement, je pense qu'il y aura tout le temps des guerres parce que c'est malheureux à dire, mais on ne sait pas gérer. Il y en a toujours un qui veut prendre le pouvoir sur l'autre, qui veut plus de territoire, plus de ressources, plus de tout en fait. Et à force de vouloir plus, on tape sur la gueule du voisin. Parce que le voisin il a plus et on va lui prendre quoi. Donc ça c'est un peu malheureux, mais j'ai l'impression que c'est dans la nature humaine que les gens ils cherchent toujours à avoir ce qu'ils n'ont pas, tu vois. Ils ont du mal à se contenter de ce qu'ils ont déjà, tu vois. Genre je sais pas, t'as tout ce qu'il faut, bon voilà, tu vas pas aller chercher plus loin, essayer d'avoir plus, conquérir le monde. Pourquoi faire? Une fois que t'as conquéri le monde, qu'est-ce qui va se passer? Rien du tout. Donc voilà, après forcément les jeux sont inspirés de la réalité. Et donc, jouer à des jeux de guerre, de stratégie, ça permet de comprendre les enjeux, de se mettre à la place, par exemple, des dirigeants. Parce que là, la plupart des gens, ils sont là, ils se disent, voilà, la guerre, ils comprennent pas trop. Enfin, tu vois, c'est juste ce qu'ils ont eu à l'école, tu vois. Mais quand tu joues, que tu es dans la peau d'un dirigeant et que tu dois mener tes troupes et tout, tu comprends les logiques qu'il y a derrière. Tu comprends, voilà, pourquoi il y a ce genre de stratégie et tout. Et du coup, ça peut devenir un sujet intéressant, quoi. Intéressant d'un point de vue stratégie, d'un point de vue jeu. Mais comment dire? Ah là, c'est tendu parce qu'on touche à des sujets qui sont vraiment spéciaux, ou qui ont eu énormément de victimes. Je voudrais vraiment choquer personne. Et quand je dis intéressant, ça peut être... c'est intéressant intellectuellement dans la manière de réfléchir, dans les logiques qui sont mises en place. Et on peut très bien faire ce genre d'exercice avec, je sais pas, par exemple l'économie, ou avec... Enfin, il y a vraiment des exercices comme ça qui sont psychologiquement et vraiment... il y a de l'enjeu et tout, enfin, ça te fait réfléchir. Parce qu'il y a des tas de trucs, voilà, tu sais, ça sert à rien, tu vois, tu réfléchis pas trop. Alors que là, tu as vraiment des enjeux, tu as des dilemmes, tu as des trucs, est-ce que je fais plutôt ça comme ça? Tout ce qui est gestion, c'est vraiment... moi, je trouve ça vraiment hyper intéressant. Et dans ces périodes-là, on a des exemples de choses qui ont été faites, qui ont été plus ou moins bien gérées par les différents acteurs.
les différents présidents, les rois, enfin ça dépend des époques, tu vois. Et en fait ces trucs-là, ça donne vraiment à réfléchir aussi sur notre manière de fonctionner personnellement, parce que si on veut éviter les erreurs, il faut aussi comprendre pourquoi les dirigeants ils ont agi de telle manière, pourquoi le peuple a suivi, pourquoi les commandants ils ont fait tel truc plutôt que tel truc, comment justement, une fois qu'on comprend la chose, comment nous on peut agir pour éviter que ça se reproduise. C'est-à-dire que si jamais il y a il y a un problème, il y a un dirigeant qui pète un câble et qui veut attaquer le voisin, comment le peuple fait pour dire non? Parce que là, si le peuple il est soumis et qu'il y a l'armée qui débarque et voilà, vous écoutez ce qu'on vous dit, vous allez construire des bombes, on va attaquer le voisin. Si le peuple est soumis, comment tu veux qu'il arrête ça? Il peut pas. Alors que si le peuple il sait faire, tu vois, il a compris tous les enjeux, il sait que le dirigeant, lui, ce qu'il veut, c'est fonctionner de telle manière, et il y a des moyens de contrer, tu vois. Une fois que tu as compris le Schindblick, tu peux foutre ton grain de sable dedans pour ralentir la machine ou pour péter. Et si tout le monde fait ça, la machine, elle avance plus. Mais vraiment, c'est hyper important de comprendre que le jeu, en tant que simulation de quelque chose qui s'est passé ou de quelque chose qui pourrait se passer, ou de certains mécanismes, ça permet de mieux comprendre le monde. Et donc, une fois qu'on comprend mieux le monde, on peut mieux agir dessus. Parce que c'est bien beau d'essayer de dire des trucs, de regarder ce qui se passe dans les médias. Mais dans les médias, en fait, c'est juste la partie qui va s'approcher de la propagande, tu vois. Mais tu n'auras jamais les explications profondes, tu n'auras jamais les dilemmes que peut avoir des dirigeants. Les dirigeants, ils ont énormément de choses où ils doivent prendre des décisions qui influencent des millions de personnes, dans la guerre comme dans l'économie, comme dans n'importe quoi. Souvent ça implique des millions de personnes. Et cette pression-là, quand tu n'as jamais eu ce genre de pression, il y a peut-être des grands dirigeants d'entreprise, tu vois, qui gèrent des milliers de personnes et qui ont ce genre de dilemme. Mais sinon, les gens, dans leur quotidien, ils voient jamais ce truc-là. Et le jeu, c'est un moyen d'être confronté à cette réalité-là et de pouvoir mieux appréhender le monde. C'est comme ça que je le vois, comme un outil éducatif finalement, qui permet de se rendre compte des choses. Et donc là, franchement, ça me tient vraiment à cœur de te partager cette pensée-là, parce que c'est vraiment quelque chose que je crois que le jeu permet de mieux comprendre le monde, et que ça peut être intéressant d'étudier des questions comme ça, en partant de faits réels, de choses qui se sont passées pour éviter que ça se reproduise, pour comprendre les mécanismes. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Ça me fait plaisir que j'arrive à partager ça là en vidéo. C'est un truc que je gardais un peu, tu vois, au fond de moi. Je me disais, mais ça va être mal vu, le mec qui trouve la guerre intéressant et tout. Là, j'arrive à me lâcher. Je suis dans un endroit hyper beau, hyper inspirant. Enfin voilà, c'est juste magnifique, c'est calme. Et j'ai envie de te dire, tu vois, ce que j'ai sur le cœur, quoi, parce que le jeu vidéo, pour moi, ça a été une grosse partie de ma vie. Et en fait, ça m'a permis de comprendre plein de choses. Donc c'est pas forcément négatif, franchement j'ai kiffé, quoi. Et maintenant ça me permet de comprendre des choses que peut-être il y a beaucoup de gens qui comprennent pas. Ils donnent leur avis sur quelque chose alors qu'ils n'ont jamais été confrontés, qu'ils n'ont jamais eu la moindre mise en place ou mise en pratique de cette chose-là, et qui donnent leur point de vue, qui expliquent des choses, mais alors qu'ils l'ont pas ressenti, ils sont pas allés sur le lieu où ça s'est passé, ils n'ont jamais eu de simulation de comment ça fonctionne et tout. Et donc ils ont un point de vue mais qui est largement biaisé par ce qu'on leur a raconté. Souvent ils ont le point de vue de l'école pur et dur, où on te dit bah voilà, en telle date il s'est passé ce truc là, telle date il s'est passé ce truc là. Et voilà, et point, et ça c'est pas bien, et ça c'est bien, et bravo, vous avez fait ça et tout. Mais il n'y a pas d'esprit critique, il n'y a pas de réflexion personnelle sur la chose. Ils n'ont jamais été dans d'autres manières de voir la chose, ils n'ont pas pu justement réfléchir sur la question, ils ne se sont pas trop posé de questions, c'est juste le prof d'histoire, il raconte son truc, et ça nous prend un peu la tête. Alors qu'en fait, quand on se pose des questions, on peut vraiment trouver des choses hyper intéressantes, des réflexions personnelles, ça peut nous faire évoluer. Et ça, franchement, c'est hyper important d'avoir cette démarche-là, de vouloir évoluer, comprendre. C'est vraiment quelque chose d'indispensable. Donc, moi je te dis
à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, amuse-toi bien. Salut.